Et se fiant à la gentillesse des habitants auparavant, le dernier jour, alors que tout le monde est revenu à bord, alors qu'on a annoncé aux indigènes qu'on allait partir, Floriot de Langle, un des commandants des navires, décide d'aller faire une dernière fois de l'eau à terre. Et c'est le drame. Comme pour le capitaine Cook. Un drame imprévu, inattendu, inexplicable. Ces hommes qui avaient été tellement gentils sont brusquement d'une violence inouïe, massacrent tout le monde, mangent une partie des gens qu'ils ont massacrés. Le commandant Floriot de Langle, lui, son cadavre sera rendu, mais il est mort. Va-t-on se livrer à des représailles? Souvenez-vous, les paroles de Louis XVI, ne tirez que pour se défendre. Il est trop tard pour se défendre. Ça serait une vengeance gratuite, ça serait un acte de violence inutile. On ne sauvera pas les hommes qui ont été tués. Et la Pérouse ne commettra pas cet acte. Il suivra les conseils de son roi et il ne deviendra pas violent. Comme ces mœurs sont différentes de ce qui s'est passé après au XIXe siècle, quand vous pensez qu'au XIXe siècle, un marin hollandais, une fois, pour s'amuser à bord d'un navire anglais, pour s'amuser au moment du départ, a épaulé son fusil et a tué un indigène pour le plaisir, comme ça, simplement pour s'amuser. Oui, au XIXe siècle, ce siècle qui devait être le siècle de la civilisation, où on s'est rapproché beaucoup plus de la barbarie qu'on ne l'avait fait lors du XVIIIe siècle libérateur de la pensée. Et en deuil, on se dirige vers l'Australie. Et c'est là que pour la dernière fois, on va voir la boussole et l'astrolabe. Ils vont toucher Botany Bay, cette baie que Cook avait baptisée la baie botanique à cause de sa richesse en végétaux. Ils vont partir vers l'Est. On n'en entendra jamais plus parler. La France s'émeut. 1788, on est à la veille de la Révolution, mais on est encore à la Révolution pacifique. C'est d'abord les États généraux, c'est ensuite la constituante, c'est ensuite la législative, c'est encore la paix avec le roi. Et on se souvient de la Pérouse. Et en 1791, on envoie un navire à la recherche de la Pérouse. Et la France entière est d'accord, les représentants de la nation, qui sont maintenant les représentants de la nation, la Révolution est commencée, accordent à d'Entrecasteaux le bateau qu'il lui faut pour aller explorer le Pacifique à la recherche de la Pérouse. Il partira de Botany Bay, le dernier endroit où on l'a vu, et à partir de là, il rayonnera pour essayer de trouver peut-être des survivants. Il n'y a que 2 ans, 3 ans qu'ils ont disparu, on peut encore les trouver vivants. La Constituante vote même une motion par laquelle on maintient à Madame la Pérouse, pendant le temps des recherches, et plus tard pendant toute sa vie, la solde de son mari. Et d'Entrecasteaux part, il va monter vers la Nouvelle-Calédonie, et puis, affolé par un bouillonnement d'eau devant une petite île appelée Vanikoro, il ne s'approchera pas, il va repartir, il va rentrer en France, il n'a pas trouvé les traces de la Pérouse. Alors, on oublie la Pérouse. La France a autre chose à faire. Elle a à faire sa révolution. C'est la révolution dans sa phase violente. C'est la guerre avec les Anglais. C'est la guerre avec toute l'Europe. C'est la destruction de la marine française. C'est les batailles perdues en face de la flotte anglaise. Cette marine admirable qui n'est plus commandée, soit que les officiers aient émigré, soit qu'on n'ait plus confiance en eux, et qu'on mette les plus incapables à la tête de la flotte, ou bien alors que les marins recrutés soient des marins qui n'ont pas une formation suffisante. Oh, cette marine de Louis XVI, elle a été héroïque durant la Révolution, mais un héroïsme perdu, puisque pas une fois ils n'ont pu gagner une bataille, parce que la marine anglaise, elle était supérieure. Et supérieure, Dieu sait que j'admire la Révolution française. Dieu sait que je suis un fils de la Révolution française, et je suis de ceux qui estiment qu'elle est venue à son heure et qu'elle était nécessaire. Mais je crois que l'idée révolutionnaire ne pouvait pas avoir une bonne marine. Il fallait une marine disciplinée. L'époque n'était pas sur mer, à la discipline. Je dis sur mer, car sur terre, bien sûr,
La discipline a existé, on l'a vu, et ça a été les grandes victoires de la Révolution, mais la mer, on l'a abandonnée. Et souvenez-vous de Napoléon perdant sa flotte à Trafalgar, se disant qu'après tout, il peut gagner sur terre. Il se trompait, le malheureux. On ne gagne pas quand on a perdu l'océan, et Napoléon perdra, parce qu'il n'avait plus de flotte. Alors, la Pérouse. Oh, il faudra attendre longtemps. Il faudra attendre la Restauration pour que, de nouveau, on pense à la Pérouse, et les premiers à y penser seront les Anglais. Et c'est le capitaine Dillon qui, en 1826, saura que la Pérouse a fait naufrage à Vanikoro. Il le saura. Il aura quelques détails, quelques fragments, mais c'est évidemment Dumont d'Urville, en 1828, qui, lui, découvrira l'astrolabe. L'astrolabe avait donc fait naufrage sur Vanikoro. Et on a su depuis, par des papiers retrouvés, qu'à l'époque des recherches de d'Entrecasteaux, en 1791, il y avait encore, sur l'île de Vanikoro, 2 hommes de l'équipage de l'astrolabe. Ils ont vu les navires de d'Entrecasteaux, les indigènes l'ont raconté. Mais d'Entrecasteaux a eu peur de ces récifs et il est parti. Ces récifs. Mais c'est ces récifs qui ont tué la Pérouse. Il est même extraordinaire qu'au cours des voyages d'exploration de tous ces grands marins, il ne se soit pas produit plus d'accidents de ce genre. Ils étaient dans une mer où il n'y avait pas de carte. Ils ignoraient totalement les îles ou les récifs qui s'y trouvaient. Et probablement, cette fois-là, la Pérouse a négligé d'emporter l'indigène nécessaire qui, lui, connaissait les cailloux pour le guider. Et dans une forte tempête, probablement, il s'est échoué sur Vanikoro. L'astrolabe. Mais la boussole, qu'était-elle devenue? Eh bien, il a fallu attendre 125 ans pour savoir ce qu'était devenue la boussole. Vous savez que les Nouvelles-Hébrides ont un statut national extrêmement particulier. Je pense que de nombreux Français à qui je parle ce soir ne savent pas ce que je vais leur dire. Les Nouvelles-Hébrides sont un condominium franco-britannique. Les Nouvelles-Hébrides appartiennent en même temps à la France et à l'Angleterre. Évidemment, tous les philatélistes le savent, mais combien de nos compatriotes n'ont jamais pensé à cette anomalie de la géographie et de l'histoire, de la géographie politique et de l'histoire. On est revenu plusieurs fois sur l'épave de l'astrolabe, et entre autres, mon ami Haroun Tazieff, en 1959, y a fait des plongées remarquables et a remonté des canons, a remonté des instruments scientifiques, a fait vraiment une expédition remarquable dirigée par M. Antonio, qui était à ce moment-là haut commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides. Mais il a fallu attendre 1964 pour qu'une expédition française, avec à sa tête le commandant de Brossard, devenu depuis l'amiral de Brossard, conduit par un Néo-Zélandais habitant les Nouvelles-Hébrides, M. Rhys Dyscombe, ait l'idée qu'après tout, une des 2 frégates avait pu couler plus loin en mer. Et M. Rhys Dyscombe a eu l'idée de plonger au-delà des 40-50 mètres. Et on a retrouvé la boussole. On a retrouvé, il y a seulement 10 ans, qu'on a retrouvé le second bateau de la Pérouse. Découverte primordiale, car alors que l'astrolabe avait fait naufrage sur la terre et que par conséquent le vaisseau, ses richesses, peut-être même les hommes, ont été pillés par les indigènes. Après tout, vous savez que de tout temps, les indigènes, et même quelquefois dans les pays européens aussi, quand un naufrage se produisait, on pillait le navire, on ramassait tout ce qu'on pouvait en sortir. Souvenez-vous le merveilleux film Whisky à gogo, parce qu'un bateau portant des tonneaux de whisky s'est échoué sur la côte d'Écosse. Eh bien, ils avaient tout pillé dans l'astrolabe. Et ce qu'on a retrouvé, c'est ce qu'ils avaient bien voulu laisser. Quelquefois, on a retrouvé des objets très lointains qui avaient été donnés en cadeau à d'autres îles. Par exemple, l'épée de la Pérouse qui a été retrouvée dans une autre île beaucoup plus loin de Vanikoro, ce qui avait fait penser que la Pérouse lui-même n'était pas mort à Vanikoro. Et là, on trouve une épave qui, ayant coulé par 50 mètres de fond, est intacte. Eh bien, cette aventure, ce mystère, il a fallu attendre notre époque pour
qu'il se dévoile en entier. Et la recherche de documents concernant la Pérouse, de documents concernant son voyage, de documents concernant la dernière partie de son voyage, celle qu'on ne connaît pas. Comment est-il arrivé à Vanikoro? Qu'avait-il visité avant d'arriver à Vanikoro? Toute cette partie-là de son voyage depuis Botany Bay, on ne la connaît pas. Eh bien, c'est maintenant que des plongeurs vivants peuvent découvrir le dernier mystère de la Pérouse. Ce mystère cessera d'être un mystère avec notre époque. Nous sommes, avec la Pérouse, reliés directement par des objets qui seront bientôt en notre possession, car on fouille l'épave de la boussole, et reliés directement à notre époque, c'est-à-dire qu'entre la Révolution française et notre époque, la Pérouse fait le lien. On va avoir des renseignements sur la marine à cette époque-là, renseignements qui évidemment n'existent plus dès qu'il y a une guerre. Et les histoires que je vous raconte sont des histoires de paix, car la mer a plus joué un rôle dans l'évolution de l'homme grâce à la paix qu'elle n'a jamais joué de rôle grâce à la guerre. Et l'histoire de la Pérouse, de son début à sa fin, a été essentiellement une histoire de paix et de fraternité des hommes. Dès le départ, le conseil était donné de traiter les hommes en frères. Il l'a fait jusqu'à souffrir la mort pour ses compagnons et peut-être pour lui-même, car personne ne sait comment la Pérouse lui-même est mort.